Vous souvenez-vous de ces produits révolutionnaires qui promettaient de changer nos vies pour toujours? Ces inventions lancées avec fracas publicitaires qui ont disparu aussi vite qu'elles étaient apparues, les années 80 furent une décennie d'audace et d'innovation spectaculaires. Mais derrière chaque succès retentissant se cachaient des dizaines d'échecs monumentaux. Des entreprises ont investi des fortunes colossales dans des produits que le public français a rejetés sans pitié. Certains étaient en avance sur leur temps, d'autres étaient simplement de mauvaises idées dès le départ. Nous allons revivre ensemble 15 produits des années 80 qui ont été de véritables catastrophes, ces objets qui ont fait perdre des millions et qui restent gravés dans la mémoire collective comme des leçons d'humilité. Le New Coke en France, 1985. La trahison sucrée qui a mis les Français en colère, ce jour où la boisson la plus célèbre du monde a osé changer sa recette sacrée. Coca-Cola annonce fièrement en avril 1985 une nouvelle formule censée révolutionner le goût que tout le monde adorait depuis près d'un siècle. Les cafés parisiens découvrent avec stupeur que leur coca habituel a un goût différent, plus sucré, presque sirupeux selon les habitués du comptoir. Les tests de marché avaient pourtant montré que les consommateurs préféraient cette nouvelle recette lors des dégustations à l'aveugle. Personne n'avait compris que les Français n'achetaient pas seulement un goût, mais des souvenirs d'enfance, des après-midi d'été, toute une histoire familiale. Les standards téléphoniques de Coca-Cola explosent sous les appels de clients furieux qui réclament le retour de leur boisson préférée. 79 jours plus tard, la compagnie admet son erreur monumentale et ressuscite la formule originale rebaptisée Coca-Cola Classique. Le Minitel Rose et les services 3.615 surtaxés. Ces factures téléphoniques astronomiques qui ont ruiné des familles entières et provoqué des drames conjugaux dans toute la France. Le Minitel représentait la modernité française, cette petite boîte beige connectée au réseau téléphonique qui permettait d'accéder à des milliers de services. Les services roses apparaissent progressivement, messagerie coquine et conversations anonymes qui séduisent aussi les Français en quête de nouvelles sensations. Le problème surgit quand les factures arrivent dans les boîtes aux lettres. Des montants faramineux qui dépassent parfois plusieurs mois de salaire. Les adolescents découvrent ces services interdits pendant l'absence des parents, composant frénétiquement le 3.615 sans imaginer les conséquences financières. Les tribunaux croulent sous les plaintes de familles surendettées, des divorces éclatent quand les épouses découvrent les connexions nocturnes de leur mari. La France découvre brutalement que la modernité technologique peut transformer un outil pratique en machine à ruiner les ménages. Le plan informatique pour tous et les Thomson MOCLEO 5. Cette ambition gouvernementale qui voulait faire entrer chaque école française dans l'ère numérique et qui s'est transformée en fiasco national. François Mitterrand lance en 1985 ce programme révolutionnaire censé équiper 120 000 ordinateurs dans les établissements scolaires. Les Thomson MO5 et TO7 envahissent les salles de classe, machines beige au design déjà dépassé qui chauffent dangereusement après quelques heures d'utilisation. Les instituteurs découvrent avec désarroi des appareils qu'ils ne savent pas utiliser, formation bâclée et manuel incompréhensible. Les élèves passent plus de temps à attendre que les programmes se chargent qu'à réellement apprendre quoi que ce soit d'utile. Les pannes se multiplient dans toutes les écoles de France. Les réparateurs débordés ne peuvent de plus suivre le rythme des dysfonctionnements. Des millions de francs investis pour des ordinateurs qui finissent de leur vie au fond des placards poussiéreux. Monument silencieux d'une ambition mal préparée. Le Betamax de Sony sur le marché français. La guerre des formats qui a divisé les foyers français et laissé des milliers de familles avec des magnétoscopes devenus inutiles. Sony lance son système Betamax avec une qualité d'image supérieure et une technologie plus avancée que son concurrent VHS. Les magasins Darty et la Fnac exposent fièrement ces appareils japonais qui représentent le summum de la modernité audiovisuelle. Les premiers acheteurs français investissent des sommes considérables, convaincus d'avoir choisi le format du futur. Le problème surgit quand les vidéoclubs commencent à privilégier massivement le VHS, offrant 10 fois plus de titres disponibles à la location. Les cassettes Betamax ne permettaient qu'une heure d'enregistrement au début. Impossible de capturer un film entier sans changer de support. Sony reconnaît sa défaite à la fin des années 80, abandonnant des milliers de clients français avec des collections de cassettes devenues orphelines. Le Sinclair C5 1985. Ce véhicule électrique futuriste qui ressemblait à un jouet motorisé et qui a fait rire toute l'Europe lors de sa présentation désastreuse. Sir Clive Sinclair, inventeur britannique respecté, imagine un tricycle électrique révolutionnaire censé transformer les déplacements urbains. Les rares exemplaires aperçus sur les routes françaises provoquent l'hilarité générale. Ce conducteur, assis presque au ras du sol dans une carrosserie en plastique, blanc. La hauteur ridicule du véhicule le rend pratiquement invisible pour les automobilistes.
Danger mortel dans le trafic parisien. L'absence totale de protection contre la pluie transforme chaque averse en douche glacée pour le malheureux conducteur. La batterie s'épuise après quelques kilomètres seulement. Les côtes deviennent des obstacles insurmontables pour ce moteur anémique. Moins de 17 000 unités vendues avant l'abandon du projet, la réputation de Sinclair définitivement ternie par cette catastrophe ambulante. Le jeu vidéo IT pour Atari 2600, le cadeau de Noël 1982 qui a fait pleurer des milliers d'enfants français et précipité l'effondrement de toute une industrie. Atari paie d'une fortune pour adapter le film le plus populaire de tous les temps, Steven Spielberg ayant conquis le monde entier. Les rayons des galeries Lafayette et du Printemps croulent sous les cartouches beiges, les parents se ruent pour offrir ce cadeau magique. Le développeur n'a disposé que de 5 semaines pour créer ce jeu, délai absurdement court pour un projet aussi ambitieux. Les enfants découvrent avec horreur un jeu incompréhensible où le petit extraterrestre tombe sans cesse dans des trous impossibles à quitter. Les retours massifs submergent les magasins français. Les vendeurs dépassés ne savent plus comment gérer cette vague de mécontentement. Atari enterre littéralement des millions de cartouches invendues dans un désert américain, symbole ultime d'un échec légendaire. L'Atari 5200, cette console de jeux vidéo censée succéder triomphalement à la légendaire 2600 et qui a trahi tous ses fans. Atari domine le marché français du jeu vidéo au début des années 80. Chaque foyer rêve de posséder cette machine américaine. La nouvelle console arrive avec des promesses graphiques extraordinaires. Les publicités dans Pif Gadget et Télé 7 jours font saliver les enfants. Les manettes analogiques représentent une catastrophe absolue. Imprécises, fragiles, elles se décentrent constamment et rendent les jeux injouables. L'incompatibilité totale avec les jeux de l'ancienne console oblige les familles à racheter toute leur ludothèque à prix d'or. Les magasins spécialisés des Champs-Élysées voient défiler des parents furieux réclamant des remboursements impossibles. 2 années seulement après son lancement, Atari abandonne cette console maudite qui a contribué à l'effondrement du marché des jeux vidéo. Le DeLorean DMC-12. Cette voiture au design spectaculaire qui promettait le futur automobile et qui s'est écrasée contre le mur de la réalité commerciale. John DeLorean, ancien cadre de General Motors, rêve de créer la voiture sportive parfaite avec ses porte-papillons et sa carrosserie en acier inoxydable. Les rares exemplaires importés en France fascinent les passants sur les Champs-Élysées, ce design venu directement d'un film de science-fiction. Le moteur anémique de 130 chevaux déçoit cruellement les amateurs de sensations fortes. Cette voiture, au look agressif, roule comme une berline familiale. Les problèmes de qualité se multiplient. Les fameuses bières de la porte se bloquent régulièrement, laissant les conducteurs prisonniers de leur propre véhicule. La faillite survient en 1982 après seulement 9000 exemplaires produits, scandale financier et juridique retentissant. L'ironie suprême arrive en 1985 quand Retour vers le futur transforme cette épave commerciale en icône culturelle immortelle. Le Coleco Adam 1983, cet ordinateur familial américain qui arrivait défectueux dans les foyers et qui a détruit la réputation d'une entreprise florissante. Coleco, fabricant de la console ColecoVision adorée des enfants français, décide de conquérir le marché des ordinateurs personnels. Les publicités dans les magazines spécialisés vantent un ensemble complet avec imprimante incluse à un prix défiant toute concurrence. Les premiers acheteurs français découvrent avec stupeur que près de la moitié des machines arrivent mortes, refusant obstinément de s'allumer. L'imprimante intégrée génère des interférences électromagnétiques qui effacent mystérieusement les données stockées sur les disquettes à proximité. Les services après-vente des importateurs français croulent sous les réclamations, incapables de réparer ces machines fondamentalement défectueuses. Coleco abandonne l'Adam 2 années plus tard. La compagnie ne se remettra jamais de cette aventure catastrophique dans l'informatique. Le Polaroid Polavision. Cette promesse de vidéo instantanée qui coûtait une fortune pour quelques minutes de film muet, anachronisme technologique condamné dès sa naissance. Polaroid, maître incontesté de la photographie instantanée, imagine logiquement étendre son concept révolutionnaire au monde de la vidéo. Les magasins photos des galeries marchandes présentent ce système comme la prochaine révolution. Capturer et visionner immédiatement ses souvenirs familiaux. Chaque cartouche ne permet que 2 minutes et demie d'enregistrement silencieux, durée ridiculement courte pour immortaliser quoi que ce soit. Le prix exorbitant des consommables transforme chaque utilisation en gouffre financier. Les familles les calculent anxieusement le coût de chaque seconde filmée. Les magnétoscopes VHS et Betamax arrivent simultanément sur le marché français, offrant des heures d'enregistrement sonore pour une fraction du prix. Polaroid perd des millions dans cette aventure désastreuse, frôlant la faillite après seulement 2 années de commercialisation.
Les claqueurs ou clac-clac. Ce jouet terriblement addictif qui a envoyé des centaines d'enfants français aux urgences avant d'être interdit dans les cours de récréation. Deux boules d'acrylique, reliées par une corde que l'on fait s'entrechoquer rythmiquement, le son caractéristique envahit tous les préaux de France. Les enfants passent des heures à perfectionner leur technique, ce mouvement hypnotique du poignet qui fait claquer les sphères de plus en plus vite. Le problème surgit quand les boules en plastique dur commencent à se fissurer sous les chocs répétés. Fragilité invisible à l'œil. Les explosions soudaines projettent des éclats tranchants dans toutes les directions. Visages et mains des enfants lacérés par ces projectiles imprévus. Les services d'ophtalmologie des hôpitaux français reçoivent des cas de blessures oculaires graves. Certains enfants perdent définitivement la vue. Les autorités interdisent progressivement ce jouet meurtrier, disparition brutale d'un phénomène qui semblait pourtant inoffensif. Le laserdisc. Ce disque géant qui offrait une qualité d'image extraordinaire mais que personne en France n'avait les moyens de s'offrir. Le format laserdisc arrive dans les boutiques audiovisuelles françaises comme la promesse d'un cinéma parfait à domicile. Les disques de la taille d'un 33 tours contiennent des films avec une définition supérieure à tout ce qui existait alors. Le prix des lecteurs atteint des sommets vertigineux, plusieurs mois de salaire pour un appareil que seuls les cinéphiles fortunés peuvent envisager. L'obligation de retourner le disque en plein milieu du film brise toute immersion narrative, manipulation grotesque qui agace les spectateurs. L'impossibilité totale d'enregistrer quoi que ce soit condamne ce format face au VHS qui permet de capturer ses émissions préférées. Le laserdisc survit dans un minuscule cercle d'initiés avant de disparaître, précurseur malheureux du DVD qui reprendra ses concepts avec succès. Le système V 2000 de Philips. Ce troisième format de vidéocassette qui a semé la confusion totale dans les foyers français déjà perdus entre VHS et Betamax. Philips, géant néerlandais de l'électronique, refuse de céder le marché aux Japonais et lance son propre standard européen. Les cassettes réversibles permettent d'enregistrer des deux côtés sans les retourner, innovation technique séduisante sur le papier. Les magasins Conforama et But exposent ces magnétoscopes aux côtés de leurs concurrents, ajoutant une option supplémentaire à une décision déjà complexe. Les vendeurs eux-mêmes ne savaient plus quels conseils donner aux familles françaises venues acheter leur premier magnétoscope. Les publicités télévisées vantaient la supériorité technologique européenne face aux géants nippons, argument patriotique qui touchait certains consommateurs. Les vidéoclubs français ignorent superbement ce format orphelin. Impossible de trouver des films à louer pour alimenter ces machines isolées. Les acheteurs pionniers se retrouvent de prisonniers d'un écosystème minuscule, leurs appareils devenant rapidement des curiosités inutilisables. Les réparateurs agréés fermaient progressivement leurs portes, les pièces détachées devenant introuvables dans tout le territoire français. Les petites annonces des journaux locaux proposaient ces magnétoscopes à des prix dérisoires, personne ne voulant racheter un format condamné. Philips abandonne le fait 2000 à la fin des années 80, laissant ses clients fidèles avec des collections de cassettes sans avenir. Le RCA Selecta Vision Videodisc, ce système de lecture vidéo par aiguille physique qui combinait une technologie obsolète avec un timing commercial désastreux. RCA investit 17 années de recherche et plus de 500 millions de dollars pour développer ce lecteur révolutionnaire. Les disques ressemblent à des vinyles géants, mais contiennent des films entiers, prouesse technique qui impressionnent les ingénieurs du monde entier. L'aiguille qui parcourt les sillons microscopiques use progressivement les disques, chaque visionnage dégradant imperceptiblement la qualité. Les collectionneurs français découvrent avec horreur que leurs films préférés perdent en netteté après seulement quelques dizaines de lectures. La poussière et les rayures transforment rapidement les images cristallines en spectacles parasités de lignes et de sauts désagréables. Le lancement en 1981 arrive trop tard. Le VHS domine déjà le marché avec des prix en chute libre. Les consommateurs français ne comprennent pas l'intérêt d'acheter un système supplémentaire incapable d'enregistrer leurs programmes favoris. Les grandes surfaces françaises soldent rapidement leur stock à perte. Ces lecteurs encombrants occupant inutilement de précieux mètres carrés de rayonnage. Les catalogues La Redoute et Les Trois Suisses retirant discrètement ces produits de leur page, aveu silencieux d'un échec commercial. RCA abandonne le SelectaVision 3 années plus tard avec des pertes estimées à 650 millions de dollars, l'un des plus grands échecs de l'histoire électronique. L'Apple Lisa 1983. Cette révolution informatique, trop chère pour le commun des mortels, génie technologique réservé aux entreprises les plus fortunées. Apple présente Lisa comme l'avenir de l'informatique personnelle interface graphique avec fenêtre, souris
et icône que personne n'avait jamais vue. Les rares revendeurs français autorisés exposent cette merveille dans leurs vitrines, objet de curiosité plus que produit réellement accessible. Le prix astronomique de 10 000 $ place Lisa hors de portée des particuliers et même de la plupart des petites entreprises. La lenteur exaspérante du système d'exploitation graphique transforme chaque tâche simple en exercice de patience méditative. Les développeurs refusent de créer des logiciels pour une plateforme au parc installée aussi ridiculement restreint. Apple ne vend que 10 000 exemplaires avant d'abandonner Lisa, mais les leçons apprises donnent naissance au Macintosh l'année suivante. Quel produit catastrophique des années 80 avez-vous personnellement expérimenté parmi ces 15 désastres mémorables ? Partagez dans les commentaires vos souvenirs de ces échecs technologiques qui ont marqué toute une génération. Laissez un pouce bleu si ces produits oubliés ont réveillé des souvenirs enfouis depuis des décennies. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les succès et les échecs qui ont façonné notre histoire collective.